bonjour, bienvenue à tous. Pour vous présenter, Florent Kirchner, donc coordonnateur de la stratégie nationale pour la cybersécurité au secrétariat général pour l'investissement. Ça veut dire que vous supervisez l'ensemble des projets de la stratégie française en matière de cybersécurité. Philippe Miltin, c'est le CEO de 3DS Outscale. Donc l'ambition est de positionner la marque Dassault Systèmes comme un premier opérateur souverain durable aussi, de solutions de confiance sur le cloud. Pascal Rogiest, le CCO REA Group, société privée européenne spécialisée dans les services d'ingénierie dans les domaines de l'espace et de la sécurité. Maxime Allais-Edine, directeur général de Cyberwatch, éditeur que vous connaissez, de logiciels spécialisés dans la gestion des vulnérabilités. Le général Patrick Perrault est également avec nous, adjoint au commandant de la gendarmerie dans le cyberespace à la DGGN. Je précise qu'il est également docteur en intelligence artificielle, à l'origine d'ailleurs de nombreux développements en IA au profit de la sécurité. Et puis Maître Garance Mathias, avocate associée chez Mathias Avocats, dont les activités principales du cabinet sont le droit numérique, évidemment aussi la cybersécurité, la conformité et les affaires publiques. Alors on va commencer ensemble cette discussion. Florent Kirchner, je voulais vous demander, en tant que coordonnateur de la stratégie nationale de cybersécurité, est-ce que vous avez vu l'IA et puis les développements spectaculaires d'utilisation de ces IA génératives comme ChatGPT qui sont venus bousculer tous les secteurs d'activité? Est-ce que c'est aussi venu bousculer la cyber? Est-ce que c'est devenu une priorité? Alors c'est clairement venu perturber, modifier, influencer la façon dont on réfléchit à une stratégie cyber, surtout avec le développement de l'IA d'il y a quelques années. Je veux prendre deux exemples peut-être pour illustrer la façon dont ça nous impacte. Deux exemples, Adele et Microsoft, ça va être très clair dans quelques minutes. Le premier, c'est la chanteuse Adele, je l'ai appris ce matin en venant ici en moto, qui a repris ce week-end à la fête de l'UMA une chanson qui avait été générée automatiquement par de l'IA générative. Adele ne fait pas de cybersécurité, en tout cas pas à ma connaissance. En revanche, c'est quelqu'un qui a une activité créative, qui est dans son domaine, voilà, dans une activité d'invention, de création, de génération de nouvelles idées. Et la cybersécurité, c'est un domaine dans lequel il faut être créatif, il faut générer des nouvelles idées, il faut être capable de se positionner de façon non mécanique, mais de façon très, très intelligente. Et donc, de la même façon qu'Adele, que pour Adele, l'IA vient impacter la façon dont on réalise, en tant que professionnel de la cyber, notre métier. Ça, c'est le premier exemple. Et puis le second, celui-là, vous l'avez vu passer dans vos fils, probablement peut-être plus qu'Adele, c'est l'incident chez Microsoft, qui date d'hier, avec une fuite de données assez massive, assez impactante, de données qui sont issues de Microsoft Research et de chercheurs qui utilisaient de l'intelligence artificielle, qui diffusaient des modèles préentraînés et des datasets d'intelligence artificielle, et sur lesquels une mauvaise configuration de leur système cloud a fait que cette diffusion d'infos a également inclus des données qui étaient des données non prévues pour être diffusées, et donc un incident de cybersécurité extrêmement majeur chez eux. Et donc à travers ces deux exemples, et en particulier à travers le second, on voit bien que l'IA, mais aussi le cloud, c'était un système cloud, mais aussi les développements récents en termes de DevSecOps, c'était aussi un facteur aggravant ici, font que on est obligé d'adapter la façon dont on réfléchit à la cybersécurité au développement du médium sur lequel on opère, qui est le médium numérique, et qui inclut des développements extrêmement rapides, en particulier de l'IA, qui est un des développements les plus majeurs, les plus accélérants, et potentiellement dans les années qui viennent, les plus impactants. Alors, je pose la question maintenant au général. Est-ce que cette intelligence artificielle, elle vient aussi chahuter les questions de sécurité nationale ? Alors oui, effectivement, plus que chahuter, je parlerai de sécurité intérieure. L'IA, en fait, ça offre des opportunités extraordinaires et ça comporte un certain nombre de risques parce qu'elle peut être utilisée aussi à des fins malveillantes. Opportunité, ça veut dire quoi? C'est un véritable défi pour les forces de sécurité intérieure aujourd'hui, parce qu'il faut appréhender l'intelligence artificielle dans sa dimension stratégique et être capable de la convertir en outil opérationnel. Sa dimension stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être surpris par ChatGPT en décembre 2022. L'IA générative, elle date de 2014. Yann Godfollow, un thésard de chez Google, avait créé les réseaux génératifs adverses. Yann Lequin avait énoncé cette méthode comme la plus révolutionnaire des 10 dernières années, en projetant l'impact dans les 10 prochaines années. Donc on ne doit pas être surpris, en fait,
par ce type d'arrivée de l'IA générative. Mais effectivement, l'impact avec l'usage surprend, parce que l'utilisateur s'en est emparé et puis ça bouleverse un peu les codes. Donc mettre en place une stratégie en intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une vision plurielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement des outils informatiques. Il faut être capable d'appréhender l'IA par la formation, être capable d'appréhender l'IA par la réglementation, la conformité, l'éthique, être capable d'appréhender l'IA aussi dans la recherche et le développement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de partenariats, de projets. On développe nous-mêmes un certain nombre de systèmes en intelligence artificielle, justement pour ne pas les utiliser comme des boîtes noires, et puis être capable de challenger les industriels lorsqu'ils nous proposent des outils également. Et puis effectivement, développer des partenariats pour valoriser ce qu'on fait, parce qu'on a le devoir d'être transparence, un devoir de transparence et de la redevabilité qu'on a vis-à-vis du citoyen. Et l'autre aspect, c'est effectivement de le transformer en opportunité opérationnelle, donc en développant des outils très vite, concrets, qui aident à la fois le gendarme dans son quotidien et puis qui aident à mieux lutter contre la criminalité. Les risques et les menaces, effectivement, elles sont largement ouvertes, parce qu'on parlera un petit peu de réglementation, mais le propre du criminel, c'est de ne pas respecter la réglementation. Donc il n'a pas les mêmes contraintes qu'on peut avoir, nous, forces de sécurité intérieure. Donc il faut absolument être capable, en termes scientifiques et de technicité, d'être au-delà de ce qu'il sera capable de faire. C'est-à-dire que la veille aussi, là, est essentielle sur ce qu'on peut faire. Et les travaux qu'on mène autour de l'AI Act sont aussi importants par rapport aux enjeux de régulation de ce qu'on va pouvoir faire pour lutter contre ces utilisations malveillantes de l'intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas pu interroger Max Schrems parce qu'on n'avait plus le temps sur la question de la protection des données et de l'intelligence artificielle, mais ça tombe bien, nous avons Maître Mathias en plateau. Quelles sont les règles aujourd'hui qui s'appliquent en matière de protection des données personnelles et d'utilisation d'intelligence artificielle? Alors, en fait, déjà, peut-être deux points. Alors, les règles qui s'appliquent. Alors déjà, il y a des règles qui s'appliquent depuis très longtemps. C'est effectivement tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Quand je dis très longtemps, c'est il y a plus de 40 ans. Je fais référence à la loi informatique et liberté. Effectivement, avec, il y a 5 ans, le fameux règlement sur les données à caractère personnel avec son entrée en application. Donc il y a un texte qu'on connaît, qu'on maîtrise, et vous en avez tous et toutes entendu parler de ces acronymes et de ces principes qui ont été redits tout à l'heure par Max Schrems, effectivement, la proportionnalité, la transparence, donc avoir d'un intérêt légitime à collecter des données à caractère personnel. Donc ça, c'est le cadre. Le cadre, il n'empêche pas. Le cadre, il est là, effectivement, pour être respecté, bien entendu, mais il est là aussi pour permettre l'innovation, pour permettre le développement des opportunités. Ça, c'est le cadre existant, le cadre à venir. En juin, une première. Et ça, c'est très important peut-être à garder en mémoire sur ce texte qui n'est pas encore adopté. On parle même d'une première mondiale. On a un texte qui s'appelle le règlement sur l'intelligence artificielle, qui a un autre texte à ses côtés qui est une directive sur la responsabilité. Donc actuellement, la Commission européenne, elle aime bien faire des paquets réglementaires. C'est pas très joli comme expression, mais ça montre. Un règlement, c'est l'équivalent de la loi, donc qui s'appliquera, et où pour la première fois, la Commission et le Parlement sont à peu près d'accord vraiment sur les termes. Donc c'est un texte qu'on va voir adopter d'ici quelques mois. On a une directive qui va devoir être transposée en droit français, qui va changer notre principe de responsabilité. Donc données à caractère personnel, il y a, effectivement. On a un existant, on connaît le texte, même s'il va y avoir des arbitrages, on connaît le texte. Et ce texte, c'est porteur d'innovation, pas de frein. Parce qu'effectivement, il y a des IA. S'il n'y a pas une IA, il y a des IA qu'on connaît actuellement. Et tous les textes en droit, ça c'est un grand principe juridique, c'est un principe dit de neutralité technologique. Donc l'évolution va pouvoir se faire. Donc il y a des IA ou des typologies, on va dire, de comportements générés par des intelligences artificielles qui seront interdites. Il y en a d'autres, effectivement, qui seront plus déclaratives. Il y en a d'autres, effectivement, où il va y avoir une modalité de gouvernance, de conformité, dans le même esprit, en conformité de données à caractère personnel. C'est-à-dire que ces textes vont en fait se compléter. Voilà. Et avec un cadre de responsabilité. Donc, des opportunités, mais pas des freins. Je ne sais pas si tout le monde partage le même avis autour de ces textes en préparation à Bruxelles. Philippe Miltin, justement, on a commencé à évoquer ces opportunités aussi autour de l'IA, peut-être avant de rentrer dans les enjeux cyber. Qu'est-ce que ça représente,
cette intelligence artificielle, ces intelligences artificielles en termes d'opportunités? Ces intelligences artificielles représentent évidemment beaucoup d'opportunités. La première opportunité, c'est dans le domaine industriel. Dassault Systèmes 3D Scale est une marque de Dassault Systèmes qui est leader dans tout ce qui est jumeaux virtuels de création de produits, tout ce qui vole, tout ce qui roule. Et aujourd'hui, pour créer, développer, produire et maintenir chaque produit, l'intelligence artificielle fait partie intégrante de ce jumeau virtuel. Et qu'est-ce que donne l'intelligence artificielle? Il donne surtout des choix. Il donne plus de choix à l'ensemble des ingénieurs pour pouvoir créer plus rapidement, pour pouvoir innover plus rapidement. Donc ça, c'est une des premières bénéfices de l'intelligence artificielle. Le deuxième, c'est, je pense, dans la protection des citoyens. On parlait des Jeux Olympiques. Évidemment, l'intelligence artificielle est présente partout pour pouvoir passer du préventif au prescriptif, notamment dans la partie cyber. Ça, c'est un des premiers sujets. Dans la partie computer vision, il y a maintenant la capacité de pouvoir anticiper des incidents de sécurité par caméra. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'œil humain n'est pas capable de le faire, donc on a ces technologies-là. Et puis, il y a un autre sujet qui me paraît aussi critique, c'est le domaine de la santé, pour la partie diagnostic. Dassault Systèmes a une filiale, une marque qui s'appelle Medidata et qui fait l'ensemble des essais cliniques. Et quelque chose d'assez formidable, c'est que pour faire un essai clinique, c'est pour chaque molécule, c'est 30 000 patients qui ont la pathologie. Vous donnez à 15 000 la molécule et 15 000 un effet placebo. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on a des molécules qui guérissent réellement, notamment en oncologie. Et il se trouve que ne pas donner cette molécule à ceux qui ont cette pathologie, les gens sont en danger de mort. Et grâce à l'intelligence artificielle, pour la première fois, on va être capable de pouvoir tester et produire ces tests cliniques de façon virtuelle, grâce à l'intelligence artificielle, et non plus donner uniquement un effet placebo. Donc là, on va être tout à fait en capacité de guérir. Donc là, il y a quand même des avancées sur l'intelligence artificielle qui sont évidentes. Et il y a un point qui a été évoqué par le ministre Jean-Noël Barrot tout à l'heure et qui me paraît aussi clé, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle et je pense qu'aujourd'hui c'est partout présent. Vous venez de le rappeler que ChatGPT est présent depuis 2014, donc c'est absolument pas nouveau et c'est présent absolument partout. L'enjeu majeur pour nous, en France, en Europe, c'est de pouvoir créer et de retenir les talents. Ils l'ont rappelé. Je pense que ça, c'est vraiment un des éléments clés. On ne peut pas, et pour pouvoir aussi maîtriser l'ensemble de la chaîne, la garantir, avoir ces talents qui vont être capables de le faire fonctionner et de pouvoir le contrôler. On a besoin d'hommes et de femmes qui comprennent un petit peu ce que c'est. Donc, toute la filière universitaire de formation et être en capacité de garder ces talents en France, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une attraction forte pour tous les grands talents en dehors de l'Europe. Ça a été un des enjeux majeurs pour les années à venir, pour garder en tout cas toute l'attractivité française et européenne dans le domaine. Donc l'IA, ça peut être un outil d'attractivité quand on l'intègre dans son entreprise, mais il faut aussi intégrer donc des nouvelles directives, des nouvelles contraintes, des nouvelles protections. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est appréhendé par vos clients chez Cyberwatch? Comment toutes ces nouvelles règles autour de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité sont appréhendées? Alors pour la partie IA, en fait, Maître Mathias a parlé de manière tout à fait complète de ce qui se passe en termes de réglementation pour l'IA, et ça va surtout concerner les fournisseurs d'intelligence artificielle. Dans la sécurité informatique, là où ça impacte quand même pas mal le marché, c'est que ça fait gagner du temps. Et en fait, quand on voit qu'il y a certaines réglementations, il y a certaines nouvelles directives qui arrivent, et notamment NIS 2, qui va pas mal impacter le marché de la sécurité informatique, tout ça génère beaucoup de travail en plus pour la plupart des RSSI sur le marché, mais les RSSI n'ont pas forcément plus de moyens au quotidien pour autant. Et donc ça fait plus de travail avec les mêmes moyens que précédemment, et c'est déjà une profession qui est connue pour être assez surchargée en quantité de travail. Donc tout l'enjeu, c'est comment on fait plus avec le même niveau de moyens qu'auparavant, et c'est là où les intelligences artificielles peuvent en fait beaucoup aider, c'est-à-dire qu'elles peuvent aider notamment à prioriser
tout ce qu'on peut avoir comme alerte de sécurité au quotidien. Le cas classique, nous qu'on connaît très bien chez Cyberwatch, c'est que tous les jours, il y a à peu près 50 vulnérabilités qui sont publiées. Et donc, si on regarde ce qui se dit sur le marché, on a l'impression que tous les jours, c'est comme s'il y avait 50 petits incendies qui démarrent chez nous. Et bien en fait, il y a des méthodes qui existent et qui sont déjà appliquées avec l'ensemble de nos clients qui font que sur les 50, ben en vrai, au mieux, si on utilise bien ces outils-là, on voit qu'il y a peut-être un incendie chaque jour qui mérite notre attention, et encore. Et donc ça permet déjà de se dire, il y a beaucoup de bruit tous les jours en sécurité informatique, quel est le bruit qui mérite réellement mon attention? Et donc finalement, quand on voit ces éléments-là, c'est des super outils d'aide à la décision. On va être sans cesse avec cette double face de l'intelligence artificielle finalement. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'être proactif sur ces règles qui arrivent autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière professionnelle? Oui, c'est pour vous la question, pour la juriste. Voilà. Oui, il y a un moyen d'être proactif. Déjà, il y a déjà une cartographie des IA, puisqu'on l'a vu, les IA sont déjà utilisées au sein des entreprises, sont créées aussi. Donc, quelle que soit, en fait, on va dire, la posture, la typologie, on va dire, d'entreprise ou d'acteur que vous êtes, vous pouvez déjà recenser vos besoins et recenser vos usages. On va partir par un principe tout simplement de bon sens. Donc, déjà, savoir qu'est-ce que j'utilise, pourquoi, à quelle finalité, que ce soit des finalités, notamment on est là pour parler de cybersécurité, donc effectivement de cybersécurité, d'aider à la détection de la menace, d'aider effectivement dans le cadre de l'aide à la décision. Donc premier réflexe, effectivement, de cartographier les usages, avec qui et la chaîne de valeur. Deuxième réflexe, ça va être aussi effectivement, et c'est un mot que pour ceux et celles qui pratiquent la protection des données connaissent bien, c'est la documenter. La documentation, ça va être le contrat. Le contrat, c'est le premier instrument de la confiance. Ça va être les conditions générales, effectivement, d'usage pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pas faire, quels sont effectivement les usages ou pourquoi, effectivement, je vais produire tel ou tel IA. Troisième, effectivement, point, et je m'arrêterai là, donc garder ces 3 points en bon réflexe. Donc, ça va être effectivement à l'intérieur de l'entreprise, d'avoir une personne peut-être en référence par rapport à l'IA. Parce qu'à la différence, on va dire, de la protection des données à caractère personnel, où il y a eu l'émergence du délégué à la protection des données, maintenant, et dans le texte, le règlement européen, on parle d'éthique. Alors, c'est un peu toujours surprenant en tant qu'avocat de parler d'éthique, parce que le droit n'est pas d'éthique, mais là, on a un texte qui fait des approches par les risques. Donc effectivement, on est dans la documentation, on est dans la cartographie, et on est aussi d'avoir un référent, et on parle d'éthique dans ce texte. Donc de gestion des risques, d'éthique, donc d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui va effectivement encadrer, on va dire, les typologies d'IA. Est-ce que c'est une IA avec un risque élevé ou pas, parce que le droit catégorise, pour effectivement mettre en place une conformité. Merci beaucoup, mais pas si simple en fait, Garance Mathias. On a la chance d'avoir en plateau un représentant de l'industrie spatiale. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, c'est devenu la principale menace à laquelle fait face ce secteur? En tout cas, c'est une menace qui a été vraiment formellement reconnue par les acteurs du secteur spatial et par la Commission européenne et par l'Agence spatiale européenne aussi maintenant depuis plus d'une décennie. Il faut savoir que le secteur spatial a évolué un peu dans le passé dans une sorte de bulle, se croyant un peu n'étant pas la cible, hors cible de toute menace extérieure. Or, maintenant, de facto, il y a plusieurs facteurs qui alimentent les menaces en cybersécurité. D'une part, notre vie quotidienne est alimentée par les activités spatiales et les applications spatiales de navigation, d'observation de la Terre. On les utilise tous et toutes tous les jours. Dans la société civile, mais aussi dans la société de la défense. Et cette utilisation des activités spatiales dans le secteur de la défense, de la sécurité nationale, ont vraiment renforcé l'attention que la collectivité portait à la cybersécurité et aux cybermenaces. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe et l'Agence spatiale européenne ont réagi vite sur la question. Toutes les deux associations et institutions sont en train de mettre en place des infrastructures cibles dédiées à la cybersécurité pour tous les assets européens, pour toutes les infrastructures européennes. Et la réglementation va en suivant, notamment avec une stratégie spatiale pour la défense qui a été publiée en début d'année
et un programme spatial aujourd'hui qui va être implémenté d'ici peu, avec notamment des infrastructures dédiées assurant la sécurité. On a beaucoup parlé de souveraineté aujourd'hui, ce matin, assurant la souveraineté des transports et des communications spatiales dans le futur. Patrick Perrault, est-ce que Nice 2, justement, c'est l'opportunité de renforcer la sécurité de secteurs aussi critiques? Par les IACT? Oui. Non, je parlais de Nice 2, pardon. Oui, alors oui, effectivement, on peut renforcer cette sécurité sur des enjeux comme le cyber. La réglementation va aider. C'est-à-dire qu'elle va accélérer? Oui, ouais. Oui, exactement. Oui, c'est aussi votre sentiment, c'est que ça permet d'accélérer sur la protection de l'industrie en fait, spatiale. Pour le secteur spatial, je pense que Nice 2 n'a été qu'une confirmation de ce qu'on savait déjà. Oui. Donc, le spatial a été reconnu par Nice 2 comme une infrastructure hautement critique. Comme je l'ai dit, les initiatives étaient déjà prises en main et démarrées, notamment sous l'impulsion au niveau européen du commissaire Thierry Breton, qui a forcé, à juste titre, les Européens à prendre leur avenir en main pour investir dans une nouvelle constellation européenne dédiée qui va s'ajouter à Galileo, qui va s'ajouter à Copernicus et qui assurera les communications satellitaires sécurisées pour l'ensemble des Européens. Et malheureusement, on en a vu que de manière trop triste l'application et la nécessité lors du démarrage de la guerre en Ukraine, où dès le premier jour, des cyberattaques ont eu lieu visant des infrastructures européennes et permettant en l'occurrence de couper des communications qui étaient vitales à la réaction à court terme. Alors, donc ce sujet de l'intelligence artificielle, il est vraiment transverse, et on l'a dit, avec une double face, positive et négative. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de davantage d'expertise, de talent sur ces sujets-là. Florent Kirchner, comment on adresse ce sujet de la formation à cette innovation qu'est l'intelligence artificielle ? Alors d'abord, on reconnaît que c'est un sujet important et premier. Et là, à ce titre-là, je salue effectivement l'intervention de ce matin de Jean-Noël Barrot en particulier, qui dit que c'est fondamental qu'on puisse s'impliquer sur ces questions de formation. On en reconnaît donc l'importance, on en reconnaît aussi la complexité. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi, et
Donc ça, c'est un premier point qui est absolument essentiel. Et quand on revenait sur les talents et les capacités aux personnes de pouvoir démontrer aux autorités justement la véracité de ces données, c'est absolument clé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le cloud de confiance, notamment. On est dans une situation assez paradoxale, c'est que pour pouvoir accès maintenant aux technologies qui peuvent entraîner les modèles, on voit l'explosion d'NVIDIA qui a eu lieu dernièrement. Jusqu'à présent, c'était des sociétés de logiciels qui avaient le vent en poupe. Là, dernièrement, c'est NVIDIA. Et pour pouvoir avoir accès à ces technologies-là, ça va être une bataille féroce. Les Américains vont en prendre une partie extrêmement importante. Les Chinois, eux, ont développé leur propre technologie. Mais pour l'Europe, ça va être un enjeu majeur, parce que quelles que soient en tout cas les capacités, il va nous falloir des capacités hardware pour pouvoir le faire, parce que ça, c'est absolument indiscutable. L'autre point, c'est que 3D Outscale offre des solutions GPU, d'ailleurs NVIDIA, dans un cloud sécurisé. Donc ça veut dire que il y a ce sujet de réglementation, ce sujet aujourd'hui de s'assurer que les informations sur lesquelles on travaille sont complètement sécurisées. Donc ça, c'est vraiment un point qui est clé. Et donc on offre aujourd'hui une véritable solution d'IA as a service dans un cloud, Second Cloud. Et donc là, on garantit l'immunité. Max Schrempf l'a parfaitement expliqué. Donc ça, c'est quand même un point qui est absolument clé. Et puis l'autre chose qui est aussi importante, c'est que d'ailleurs, le ministre Barrot aussi l'a précisé, donc Outscale a fait l'acquisition d'une société dans le domaine de la RegTech. Et dans le domaine de la RegTech, aujourd'hui, on fournit des solutions, notamment pour tout ce qui est asset management, banque dépositaire, et on le fait avec la BNP, qui est la première banque dépositaire européenne, et qui va gérer l'ensemble de la réglementation compliance, c'est assurer que pour ses clients, que les fonds aujourd'hui sont bien en adéquation avec leurs promesses de départ. Et donc ça, ils le font de façon quotidienne. Ils gèrent 12 000 milliards d'assets. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Et donc là, pour la première fois, ils vont le faire. Ça n'est fait que d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est des tâches quotidiennes. Ils le gèrent sur plusieurs dizaines de milliers de fonds. Donc c'est l'intelligence artificielle qui permet de le gérer. Et ça, aujourd'hui, pour la première fois, ils vont le faire dans un cloud de confiance avec Outscale. Et ça aussi, c'est un point qui est important, parce que une des problématiques aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est qu'on en a besoin absolument partout. Je rejoins parfaitement Patrick Perrault pour dire que le problème de la protection est absolument clé et qu'on ne doit pas, sur le sujet de la réglementation, être limité, parce qu'aujourd'hui, gérer tous les signaux faibles avec des monstres de données, aujourd'hui, c'est absolument clé pour nous protéger. C'est vraiment pour nous protéger. Dans le domaine de l'enseignement, on peut même l'étendre sur le domaine de la fraude. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui beaucoup de solutions là-dessus. Mais donc, ce qui est absolument clé, c'est que on s'assure que tout ce qui est géré en entrée, c'est des informations qui sont véridiques. Et que dans l'ensemble du process de solutions d'intelligence artificielle, on s'assure aujourd'hui de la véracité de ces données. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, absolument clé. Bon, on entend les coups de griffe à chaque fois à l'AI Act. Qu'est-ce qu'on peut en dire quand même de ce texte aujourd'hui, Garance Mathias? Qui sera responsable de quoi? Il intègre quoi comme données importantes à connaître déjà? Alors déjà, peut-être premier point important, c'est que ce texte... Alors, je l'ai dit, position commune, mais il n'est pas finalisé. Oui. Donc, il va y avoir quand même des discussions. Et ça, c'est très important sur la discussion sur les points des coups de griffe, pour reprendre votre expression qui a été évoquée tout à l'heure. Donc, les travaux, on va dire, y compris des parlementaires européens, sont en train de s'en saisir avec la Commission, et effectivement, les intérêts des différentes industries et différentes forces en présence sont en train d'être négociés. Un point. Il faut savoir aussi que dans tout texte européen, nous avons ce qu'on appelle des considérants. C'est le pourquoi. Pourquoi ce texte? Pourquoi la genèse? Pourquoi on parle d'éthique? Pourquoi il y a une volonté de l'Europe d'être les premiers? À tort ou à raison, mais c'est vraiment là, c'est une volonté politique, elle n'est pas juridique. Donc là, c'est un acte politique premier, et d'avoir un texte qui se veut aussi au-delà des frontières de l'Union européenne. Donc, que ce soit effectivement un acteur américain, un acteur asiatique, quel que soit l'acteur qui va fournir, on va dire, une IA
à des Européens, il va devoir s'intégrer dans ce cadre. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue juridique. Et ça, c'est dit dès le début dans les considérants. Ce qui est dit aussi, parce qu'en fait, on a besoin effectivement de sécurité, ça, il n'y a pas de doute. En tant que citoyen, on sait qu'en plus, il y a les défis, là, il y a la Coupe du Monde de rugby, on sait qu'il y a les défis des JO qui arrivent. Il faut savoir qu'en droit, il y a le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, dans tout ce qui est des domaines, il y a des domaines où la loi nationale va rester prépondérant par rapport à nos besoins de sécurité nationaux. Donc, il y aura toujours des exceptions pour permettre effectivement à nos forces de police, à nos forces de gendarmerie, effectivement, de nous protéger et non pas de nous surveiller, parce que je n'aime pas ce mot non plus. Donc là, nous partageons effectivement ce point-là. Après, il y a des IA, donc il va falloir les classifier. Et après, comme tout texte, alors même si je l'ai présenté volontairement pour ancrer dans le débat d'un côté très positif, puisqu'il y a un côté économique derrière, il y a aussi un côté sanction. Hein. Si je reprends ma casquette, on va dire pour le coup avocat, en disant c'est un texte qui, si on ne respecte pas, dessus il y aura des sanctions qui sont très importantes. Pour les entreprises, effectivement, on a des sanctions sur des pourcentages d'un chiffre d'affaires mondial, des sanctions qui vont être définies et des responsabilités aussi des dirigeants. Donc, une volonté aussi de sanctionner qui est dite dès le début. Donc là, ça a un côté beaucoup plus, on va dire, moins de développement, mais ça permet d'encadrer, de réguler. Pour revenir sur votre question sur la responsabilité, il y a aussi, c'est dans le second texte que j'appliquais, donc une directive, il va y avoir un principe de responsabilité. J'ai été victime, on va dire, d'un comportement d'une IA, quel que soit, on va dire, d'une aide à la décision, parce qu'il y a des biais, ça a été dit. Donc il y a un mot culturel aussi, hein. Une IA qui va être générée en France ou dans d'autres pays, c'est pas les mêmes cultures. Ce pas les mêmes références humaines, quels que soient les talents qui vont être intégrés. Donc cette responsabilité par rapport à des victimes d'un dommage, elle sera établie sans preuve. Donc ça, c'est un grand renversement de la charge de sa preuve, présomption, et c'est très important comme principe juridique. Donc ça va aider, faciliter, on va dire, à faire des liens de causalité et avoir une indemnisation. Donc, important d'avoir ce concept, effectivement, qui chamboule, ne serait-ce que par les mots qui sont employés, qui ne sont pas que des mots juridiques, pour un cadre qui se construit et qui va évoluer par rapport à l'état de l'art, puisque l'état de l'art va évoluer avec le développement économique, nos besoins, nos usages qui évoluent, évidemment. Si on revient sur la question de l'IA de confiance, Maxime Alaeddine, vous vous occupez également du label France Cybersécurité. Donc les questions de souveraineté numérique vous intéressent tout particulièrement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance sur ce sujet, et notamment en matière d'intelligence artificielle? On avance, mais vraiment un tout petit peu. Ouais, c'est tout à l'heure, justement, on va difficilement pouvoir, perceptible même. C'est ça, malheureusement. En fait, je pense qu'en Europe et en France, on essaye d'être souvent les premiers à essayer de réglementer un sujet. Moi, ce que j'appelle vraiment de toutes mes forces et de tout mon cœur, c'est qu'on soit surtout les premiers à acheter des solutions européennes ou françaises, parce que c'est aussi comme ça qu'on développe en fait le recrutement de forces vives qui vont entrer sur le marché du travail. C'est comme ça qu'on crée une vraie filière en sécurité informatique ou en intelligence artificielle. Si jamais il n'y a pas d'achats locaux qui sont faits, les emplois en fait ils ne seront pas créés localement. Ouais. Et donc l'objectif du label France Cybersécurité, c'est aussi de montrer finalement quelles sont les solutions ou les éléments d'hébergement informatique qui finalement sont faits en France. Il y a un autre label qui s'appelle Cyber Security Made in Europe qui permet aussi de valoriser les éléments qui sont faits en Europe comme ça. Et on voit donc des éléments de progrès petit à petit. Donc il y a quand même un dialogue qui fonctionne, il y a un message qui passe de plus en plus, mais ce n'est pas suffisant. Et on va pouvoir présenter tout à l'heure avec le baromètre de la souveraineté numérique qui a été lancé par Exatrust, justement on va pouvoir montrer les premiers résultats d'une mesure concrète de ce sujet, parce que c'est un domaine toujours un petit peu sensible. En général, les autorités de la concurrence se disent qu'il ne faut pas mesurer ces éléments-là. Là, on essaie de faire quelque chose de très simple et de montrer que finalement, il y a des points qui sont mesurables et on va le reconduire d'année en année pour montrer, je l'espère, un progrès. Oui, alors on ne va pas révéler tout de suite ce qu'il y a dans ce baromètre, le premier baromètre de la souveraineté numérique, mais effectivement, ce sera la séquence juste après, donc je vous invite à rester. C'est peut-être dans le spatial qu'on se pose aussi beaucoup cette question de l'IA et de la souveraineté numérique.
Vous êtes dans une industrie critique, oui, où là, la question de la confiance est essentielle. La question de la confiance est essentielle, et par rapport à tout ce qui a été dit et que j'approuve entièrement par rapport à l'aspect éthique, par rapport à l'aspect formation, par rapport à l'aspect réglementaire, ce qui a été important dans le secteur spatial, c'est d'anticiper. Et je pense que ça doit être aussi un message au niveau de l'industrie et des industriels que nous représentons ici collectivement. On ne peut pas s'en remettre à la mise en place d'un règlement. La cybersécurité, la cybermenace vont beaucoup plus vite que ce qu'on pense. C'est un sujet de préoccupation. De surcroît avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est à nous maintenant, collectivement, pas au niveau uniquement du secteur spatial, mais aussi du secteur du système entier, de pouvoir anticiper et montrer l'exemple par rapport à une protection. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, que ce soit au niveau français et au niveau européen, montrer l'exemple par rapport aux bonnes pratiques. Un utilisateur doit pouvoir, on doit être capable non pas de sécuriser les utilisateurs, mais que les utilisateurs se sentent safe. C'est la safety, c'est la cyber safety qu'un utilisateur veut savoir. Lui ou elle ne veut pas se tracasser des menaces. Il veut pouvoir marcher dans la rue et savoir que grâce à la gendarmerie ou grâce aux mesures de cybersécurité, je peux évoluer tranquillement et sans crainte. C'est exactement la même chose dans la question de la cybersécurité. Et c'est pour ça que des initiatives telles que celles qu'on discute ici sont très importantes. Et pour revenir à votre question, au niveau spatial, les industriels avaient perçu cette menace déjà il y a une décennie et n'ont pas attendu l'implémentation de règlements qui arrivent maintenant, en 2023, alors que les industriels au niveau spatial se sont déjà accordés ensemble, entre sociétés privées, pour se protéger au niveau des assets, avec le support de l'Agence spatiale européenne déjà depuis 2014. Donc on a eu une décennie d'avance, tout à fait humblement, mais dans un secteur qui est assez niche. Mais il était important de pouvoir constater que time is of the essence et il fallait agir maintenant. Est-ce que de ce fait, on avance moins vite aussi? On s'impose plus de contraintes? C'est un élément, je ne pense pas qu'on va me contredire ici dans l'Assemblée, mais c'est un élément qui est éminemment opérationnel. Donc on peut parler de réglementation, on peut parler de texte, mais la menace, elle est éminemment opérationnelle. Donc plus on avance, plus on implémente, plus on apprend, et plus on est réactif promptement et à bon escient pour finaliser la cybersécurité qui est attendue. Philippe Miltin, je voulais qu'on précise quand même les choses, parce que quand vous nous parlez du Secnum Cloud, de cloud souverain, de la sécurité des données, qu'est-ce qui se passe très concrètement quand on vient utiliser des IA génératives et les héberger, par exemple, chez vous? D'où viennent ces données qui sont collectées? Qu'est-ce qui se passe sur l'utilisation des données que moi je vais saisir au moment de mes prompts? Comment cette sécurité s'organise aujourd'hui autour des IA génératives? Aujourd'hui, ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure, le point essentiel déjà, c'est de maîtriser l'entrée des données. Donc, c'est s'assurer que les données que j'entre et que je veux entraîner sont déjà sécurisées, que j'en connais la provenance, que j'ai maîtrisé l'ensemble de la chaîne de ces données. Donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Ça a été parfaitement expliqué par Marc Champ sur l'immunité que l'on a en utilisant des solutions de type cloud souverain, Secnum Cloud. Je pense que la démonstration a été extrêmement claire pour montrer que aujourd'hui, les Américains et la partie hyperscalaire ont des capacités de pouvoir récupérer des données. On parlait de sanctions tout à l'heure. Les sanctions, pour l'instant, ne sont pas là. C'est-à-dire que d'aller récupérer des données par rapport à des sanctions impliquées, elles sont quand même relativement faibles aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui peut arrêter, en tout cas, des personnes qui le souhaitent. Il faut quand même avoir en tête que demain, le business model de ces grands Américains et d'ailleurs chinois autour de l'intelligence artificielle est majeur. Donc, ils investissent des milliards aujourd'hui pour pouvoir offrir des solutions à la planète entière. Donc, il est absolument essentiel qu'on se protège. Qu'on se protège parce que utiliser nos données pour pouvoir se les voir refacturer derrière
sans notre accord, c'est quand même quelque chose d'assez cocasse, on va dire. Donc là, il faut que on mette en place toutes les protections. Et ce qui est sûr et certain, c'est que quand vous êtes dans des situations, soit vous maîtrisez complètement la chaîne, on parlait de la protection du renseignement, donc là on est dans des situations complètement protégées, donc la confiance est totalement là. Lorsqu'on est dans le domaine industriel, c'est absolument pas le cas. La partie cyber aujourd'hui est absolument clé. On est dans un mode de défense. Il y a aujourd'hui l'attaque est virulente. Moi, je sais que, par exemple, dans le domaine des Jeux Olympiques, aujourd'hui, j'avais en tête, parce que c'était Atos qui fournissait la logistique pour Tokyo, c'était à peu près 600 millions d'attaques pendant la durée des Jeux. Aujourd'hui, avant l'ouverture des Jeux Olympiques sur lesquels l'infrastructure est déjà en place, on est à plusieurs milliards d'attaques par mois aujourd'hui, en ce moment. Donc les attaques deviennent de plus en plus précises, et donc la défense se doit d'être aussi... Parce que justement, la menace n'est pas que extraterritoriale, c'est pas juste la question du transfert de nos données outre-Atlantique ou en Asie, c'est aussi comment ces données générées et collectées par les IA génératives sont protégées aujourd'hui. Des cybermenaces, je veux dire, pas juste de l'extraterritorialité. Une fois de plus, on revient aux données sensibles. Le sujet des données sensibles, Michel Paulin, dans le CSF, va traiter le sujet. Donc, le sujet des données sensibles, qu'elles proviennent de l'IA ou pas, qu'elles ne proviennent pas de l'IA, reste absolument clé. Et donc, c'est absolument critique qu'on soit en mesure de les protéger. Donc pour les protéger, vous avez toutes les mesures en interne pour tout ce qui est on-premise. Et dans le cloud aujourd'hui, les seules solutions sur lesquelles vous avez la garantie de protection à 100%, c'est ce qui est fait par Vincent Strubel avec la certification l'ANSI SecNumCloud. Vous avez l'assurance d'être totalement immune aux lois extraterritoriales. Et donc vous avez en termes de cybersécurité le best of the class, ça c'est la première chose, mais surtout, vous n'avez aucune attaque possible d'entités étrangères. Alors, Florent Kirchner, peut-être pour conclure sur ce sujet, les initiatives, vous pouvez nous parler des initiatives du Secrétariat général pour l'investissement pour renforcer justement cette cybersécurité et puis garantir la protection en matière d'IA en France. Oui, donc on a déjà parlé un petit peu. On a déjà parlé un petit peu de formation, donc je ne vais pas revenir sur le sujet, on l'a déjà évoqué ensemble. En termes d'initiatives plus largement dans la stratégie, peut-être trois points à souligner avec vous, plus spécifiquement, mais avant de rentrer dans ces 3 points-là, il faut garder en tête que notre objectif avec le plan France 2030, dans lequel s'inscrit la stratégie cyber, c'est bien d'inventer la France de 2030, et donc de pas seulement avoir un leadership juridique, législatif, un leadership de marché, mais aussi avoir un leadership d'idées sur ces sujets-là. Et donc, ce qui est important de comprendre, et je pense que finalement c'est mon message principal, les 3 autres suivront dans sa lignée, c'est qu'il faut qu'on invente ensemble ce que sera l'IA, la cyber, et la cyber de l'IA en particulier, en 2030. Et il faut se rendre compte que ça va être très différent de ce que c'est qu'aujourd'hui, même si c'est important qu'on comprenne bien où on en est aujourd'hui, d'où l'intérêt des échanges qu'on a eus ici. Pour vous donner une mesure, il est assez probable que le monde du numérique sera aussi différent en 2030 qu'il l'est aujourd'hui de 2010, d'accord, 2011. Je ne sais pas si vous vous rappelez de 2010 ou 2011, mais pour prendre juste un exemple qui peut avoir marqué certains d'entre vous, en 2010, l'iPhone gagnait une caméra vers l'utilisateur. Avant, il n'y avait pas de caméra qui nous filmait. Et donc, les capacités de vidéoconférence devenaient possibles, et d'ailleurs ont été utilisées plus de 10 ans plus tard dans le cadre du confinement. Et donc, du coup, il faut se rendre compte qu'il faut arriver à se projeter et imaginer ce que sera l'industrie, ce que sera la recherche, ce que seront les grandes administrations, ce que sera la France et la France dans l'Europe en 2030. Ça, c'est l'objet vraiment de France 2030 et en particulier la stratégie nationale cyber. Alors pour ça, 3 mesures concrètes, 3 endroits où vous pouvez aller, où on peut ensemble, en tant que communauté, contribuer à cette question-là.
Le premier, c'est une question de développement de nouvelles technologies innovantes, critiques, des choses qui, justement, vont peupler 2030, qui n'existent pas encore, mais qui vont peupler 2030. Et donc ça, c'est l'objet d'appel à projet, c'est l'objet d'un investissement qui est réalisé par l'État français, qui est ouvert aujourd'hui, qui est ouvert jusqu'au 7 novembre prochain, et qui interroge, et qui nous interroge en tant que communauté sur, en particulier, comment est-ce qu'on fera en 2030, finalement, de l'évaluation de systèmes, de composants, d'organisation, de l'évaluation au sens large, qui est un geste clé de la cybersécurité. Et donc, évidemment, dans cette question d'évaluation, eh bien, il y a l'évaluation de composants à base de systèmes, à base d'IA, d'accord, ou d'organisations qui utilisent de l'IA comme un élément important de leur fonctionnement. Et donc, évidemment, là, dans le cadre de cet appel-là, et jusqu'au 7 novembre, on est très content d'avoir des échanges, des propositions, des réflexions sur ce sujet-là. Deuxième axe possible de contribution, d'échange, d'appel ouvert, ça a été publié très récemment sur le site web du programme de transfert de la stratégie. C'est un appel à projet, justement, de programme de transfert technologique, c'est-à-dire de travaux entre le monde de la recherche et le monde entrepreneurial pour pouvoir transférer un certain nombre de résultats de recherche, de choses qui, justement, aussi peuvent inventer ce que sera la cyber et l'IA en 2030, de réaliser ce transfert-là en direction, justement, d'une utilisation industrielle, commerciale, dans l'objectif d'inventer 2030. Cet appel-là, il est ouvert. Je serai amené probablement à le recommuniquer rapidement sur les réseaux sociaux. Mais pour vous dire, c'est un sujet sur lequel il est important de s'impliquer aussi, parce que c'est ensemble qu'on résout ces problèmes-là, ensemble à travers les mondes académiques et entrepreneuriaux. Et puis enfin, le troisième sujet rapidement sur lequel potentiellement s'impliquer, c'est dans la création de start-up ou dans l'accompagnement de cette création de start-up, puisque vous l'avez peut-être vu passer aussi pendant l'été, hein, l'incubateur de start-up, le Cyberbooster, qui est le premier incubateur de start-up dédié à la cyber en Europe, qu'on a créé maintenant il y a quelques années, a ouvert son nouvel appel à projet. Si vous connaissez des entrepreneurs en herbe qui ont envie de se poser cette question, hein, d'inventer ce que sera l'IA de la cyber pour l'IA dans quelques années, soumettez-leur l'idée de rentrer dans ce parcours-là du Cyberbooster. Et puis, par ailleurs, si vous êtes intéressé par participer, échanger, aider à la construction de ces jeunes pousses-là, c'est aussi possible quand on n'est pas entrepreneur, mais plutôt quand on est plutôt mécène, entre guillemets, souteneur de l'idée, de rejoindre les équipes du Cyberbooster, d'en devenir partenaire pour pouvoir les aider et contribuer à cette dynamique-là. Voilà, 3 endroits où, ensemble, on peut, j'espère, inventer ce que sera la cyber et l'IA en 2030. Très bien, très concret. Vous travaillez avec le coordonnateur de l'intelligence artificielle, la stratégie nationale de l'IA? Alors, on travaille beaucoup entre coordinateurs des stratégies numériques, d'accord, pour être plus large que ça. Donc, évidemment, avec Guillaume Avrin, qui est le coordinateur de la stratégie nationale IA, on a des travails ensemble, des présentations ensemble. On était au campus cyber il y a quelques semaines maintenant pour parler ensemble de ce même sujet IA et cybersécurité. On a un certain nombre d'initiatives croisées sur le sujet en particulier de la formation. Hein. Pour le coup, on a des cursus de formation où on combine IA et cyber. On essaie d'inciter ce type de démarche-là. Mais vous l'avez vu aussi, hein, Secnum Cloud, c'est une initiative qui est aussi coordonnée à la fois du côté cyber, mais également du côté de la stratégie nationale cloud. Et je vous passerai les échanges qu'on peut avoir avec nos collègues dans la stratégie nationale quantique, dans la stratégie nationale 5G, etc. C'est ça, c'est ce que disait Jean-Noël Degazin, on doit travailler tous ensemble. Et là, il faut que la cyber parle aussi aux experts de l'IA. Hein, c'est important, je pense, pour relever ces défis ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos éclairages.